Bonjour à tous et bienvenue à cette date d'interférence. Donc on arrive déjà donc à la, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, cinquième thématique qu'on vous propose cette année. Pour ceux qui nous rejoignent, donc on a des personnes en présentiel dans notre amphithéâtre de Cézy Nanterre, mais aussi des personnes qui nous suivent via Twitch. Et merci à vous tous d'être là ce soir. Ceux qui ne connaissent pas Interférence, donc c'est un nouveau cycle de table ronde que le campus de Nanterre de Cézy vous propose. Donc 8 dates de novembre, comme vous pouvez le voir, à juin. Des thématiques diverses et variées qui parlent à tout le monde, des sujets d'actualité et qui va regrouper du public varié comme des apprenants évidemment de chez nous, mais aussi des salariés, des partenaires, des tuteurs, des anciens diplômés et également évidemment des entreprises. L'idée, la plus-value de ce cycle, c'est le partage. Donc on va avoir des experts qui vont évidemment nous faire part de leur connaissance, de leur mise en application évidemment en entreprise des différentes thématiques abordées, mais également partager leurs connaissances et échanger avec le public. Public en présentiel, comme je vous le disais, mais également sur Twitch. N'hésitez pas à poser vos questions via le live de Twitch et nous ferons un plaisir de reporter vos interrogations dans un deuxième temps. Comment ça va se passer ? Donc Interférence, comme je vous le disais, donc Madame Briffaut va prendre la parole pour introduire nos interlocuteurs du jour. Ils vont parler jusqu'à 19h15 à peu près et nous allons avoir après une séquence de questions-réponses. Alors les personnes qui auront des questions dans la salle, n'hésitez pas, il faut lever la main afin que je vous apporte un micro et que tout passe vers le micro et que les personnes qui nous regardent à travers l'écran puissent suivre les débats. Donc, n'hésitez pas, les dernières thématiques sont disponibles également sur notre site internet, sur la chaîne YouTube Cézy, vous pouvez les voir en replay, donc n'hésitez pas à les voir. Et puis, donc aujourd'hui, je vais vous proposer donc notre thématique du jour, la 5G et le système embarqué, un duo pour l'IoT. Je vais laisser donc les experts s'approprier la thématique et se présenter. Je vous remercie tous d'être là encore et je vous souhaite une très bonne interférence. Merci Héloïse. Donc, je propose à nos experts de venir à la table ronde, s'il vous plaît. Et donc, alors, comme disait Héloïse, nous allons parler des systèmes embarqués, de l'IoT et de la 5G, potentiellement. Et de voir s'il y a une possibilité d'utiliser l'IoT et la 5G ou si on est dans des autres domaines. Pour cela, on va faire... On a nos experts, Jean-Marc Cavalier, qui est vice-président de Radiocoms, Pro-Alliance, Pierre Foumestro, qui est fondateur Nebulatech et CIO Beatings, et Kevin Abeguer, qui est directeur technique et logistique de Sauter Régulation. Ce que je propose dans un premier temps, c'est que chacun de nos experts se présente et pour dire exactement dans quel domaine d'expertise ils sont. Et puis, nous allons démarrer notre conférence. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en ce qui me concerne, Jean-Marc Cavalier-Lachgard, je suis vice-président d'une fédération professionnelle qui s'appelle Radiocoms Pro-Alliance, qui regroupe donc des intégrateurs, des bureaux d'études, des équipementiers dans le domaine de la radio professionnelle, c'est-à-dire on adresse tout ce qui est réseau privé, à la différence des réseaux opérés, on travaille sur ce segment-là. Et en ce qui me concerne, je m'occupe de solutions dans le domaine de la 4G et de la 5G privée, plus particulièrement pour un groupe qui est Eviden, en fait, à Atos. Pierre, je vous en prie. Bonjour, donc moi je suis Pierre Foumestro. Je suis le président d'une structure qui s'appelle Nebulatech Lab. C'est un laboratoire qui accompagne start-up et grandes entreprises dans le développement d'objets connectés. Donc vraiment du choix des technologies, en passant par les conceptions d'antennes, les conceptions radio, la conception électronique, plasturgie, méca, etc., jusqu'aux produits finis. On est basé à Paris et à Barcelone. Et à côté de ça, je suis CEO, dirigeant de Beepings, qui est une boîte qui est spécialisée dans le tracking des assets personnels et professionnels, et principalement en exploitant les technologies cellulaires nouvelle génération dédiées à l'IoT ou les technologies basse fréquence. Voilà. Kevin. Bonsoir à tous, Kevin Abeguer. Je suis le directeur technique et logistique pour Sauter Régulation France. On est une filiale
du groupe Sauter AG, basé en Suisse. On est un peu plus d'une centaine de personnes en France. Nous, on s'occupe de toute la partie automatisation des bâtiments, où on va effectivement de la mesure de l'entité physique, température, hygrométrie, tout ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, jusqu'à sa supervision globale, où on peut superviser des bâtiments de très grosse envergure, voire une multitude de bâtiments pour effectivement assurer un pilotage complet de l'environnement. Merci à vous. Et donc, notre but va être, dans un premier temps, de comprendre ce que l'on entend dans le métier des systèmes embarqués, de voir les spécificités des systèmes embarqués, du réseau, pour après arriver à la 5G et voir ce qu'il en est. Donc, je vous propose dans un premier temps de parler des différents panoramas des technologies embarquées et de voir un petit peu ce qu'est les systèmes embarqués. Il me semble, Kevin, que c'est vous qui travaillez dans les systèmes embarqués. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu plus ? Alors, on va parler de systèmes embarqués, tout ce qui va vous permettre en fait de mesurer tout un tas de choses pour nous, par exemple, un capteur qui va être positionné dans une pièce, potentiellement c'est quelque chose d'embarqué. Un élément embarqué n'est pas forcément mobile, mais peut-être déplacé si nécessaire. Ça veut dire que par exemple au plafond, vous pouvez avoir des cassettes ou des choses de ce type-là pour réchauffer votre environnement. C'est potentiellement un élément embarqué puisqu'il intègre un élément plus conséquent. Dans ces éléments plus conséquents, on va retrouver tout un tas de technologies de communication, qu'elles soient filaires ou éventuellement radio. C'est vrai que nous, dans cette partie-là, on va retrouver tout un tas de protocoles de communication. Sur du filaire, on va retrouver très régulièrement du TCP/IP, tout ce qui est basé sur du RJ45, comme vous pouvez l'avoir sur vos ordinateurs par exemple, où là effectivement on va communiquer sur un protocole qui nous est commun, qui est le BACnet IP par exemple. Ensuite on va pouvoir retrouver d'autres types de protocoles comme le LoRa, le Zigbee et j'en passe, c'est des meilleurs. On reviendra dessus un tout petit peu plus tard si ça vous dérange pas. Et que ce soit Pierre ou Jean-Marc, dites-moi, est-ce que pour vous travaillez dans l'IoT, particulièrement vous Pierre, est-ce que vous avez des systèmes embarqués qui ne seraient pas ou forcément des IoT? Qu'est-ce qui fait, disons, un IoT par rapport à un système embarqué? Peut-être pour répondre à la question, réexpliquer ce que c'est que l'IoT. L'IoT, c'est un concept avant tout. C'est l'Internet des objets, donc c'est la capacité d'un objet à, en fonction d'un événement, donc ça peut être effectivement un changement de température, un changement d'inclinaison, ça peut être voilà, tout type de capteur ou d'événement, accélération, vitesse ou ce qu'on veut, qui va être capable de communiquer tout seul sur Internet et de transmettre ces informations-là et ensuite de les rendre exploitables pour un utilisateur final ou pour une autre machine. Si on ramène ça au système embarqué, on va considérer que c'est beaucoup plus le couple hardware et software du système lui-même et qui va justement gérer tous ces paramètres, gérer tous ces capteurs, gérer tous ces éléments-là et ce qui va rendre un système embarqué objet connecté, donc rentrer dans la sphère du concept de l'IoT, c'est sa capacité à communiquer, soit en filaire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, sur des réseaux non filaires, sur différentes technologies. Merci. Il y a une spécificité que vous m'aviez dit, et après je vous donne la parole, Jean-Marc. Kevin, c'est que dans vos systèmes embarqués, vous avez un aspect temps réel. Alors, beaucoup de systèmes, en fait, on entend parler de temps réel, et ça, il faut mettre quand même ça en perspective, c'est-à-dire que en fonction du système face auquel vous êtes confronté, le temps réel veut tout et rien dire. Ça veut dire que si on est en train de mesurer une température dans une pièce, on peut très bien définir ça comme étant en temps réel si j'ai l'actualisation de cette valeur toutes les 10 minutes. Par contre, on s'imagine bien que le détecteur frontal de votre voiture, s'il détecte la présence de la voiture devant vous toutes les 10 minutes pour anticiper le freinage, vous avez plus de chances de finir dedans que de vous arrêter à temps. Donc voilà, la définition du temps réel, elle est extrêmement importante dans le cadre complet d'un système et de l'environnement dans lequel il va évoluer. Les deux ne sont pas dissociables. Si vous définissez mal votre produit,
soit vous avez un ensemble qui n'est pas cohérent, soit vous avez un coût exorbitant. Merci. Vous pourriez me donner des exemples concrets d'applications temps réel strict, c'était avec la voiture, je présume, et ce qu'on appelle le temps réel mou. On peut donner ce temps réel strict comme un détecteur de présence. Par exemple, si on reste pour mon cadre dans le bâtiment, un détecteur de présence qui va enclencher la lumière. Si d'aventure vous êtes en pleine nuit, que vous rentrez dans une pièce et que le détecteur met 3 minutes à se déclencher, potentiellement vous pouvez rencontrer un obstacle, tomber, etc. Si on parle à nouveau de la température, que vous ayez l'information de la température au bout de 3 minutes ou 3 minutes 30, je ne suis pas sûr que c'est un grand impact pour vous. Après, forcément, dès qu'on touche à des process, on va dire plus industriels, où on va avoir de la sécurité humaine en jeu, forcément, on est sur un temps réel strict, où là, effectivement, on ne peut pas déroger sur le temps de réponse. Je vous remercie. Pour vous donner un autre cas d'exemple sur lequel j'ai travaillé, dans les centrales nucléaires, nous étions sur du temps réel strict. Mais le temps défini, délimité, n'était pas nécessairement rapide. C'est-à-dire que dans une centrale nucléaire, en 24 heures, on devait être capable de l'arrêter. Si on était dans ce laps de temps, eh bien, à ce moment-là, tout allait bien, puisque la centrale nucléaire pouvait s'arrêter dans les temps et on ne risquait pas d'avoir une réaction en chaîne. Et donc, on était dans du temps réel strict, puisque 24 heures après, si on n'arrêtait pas la centrale nucléaire, une catastrophe allait arriver. Donc, c'est pour vous montrer les différences entre le temps réel strict et le temps réel mou, mais sans cet aspect rapidité qui n'est pas nécessaire dans le temps réel. Il me semble, Jean-Marc, que vous faites des infrastructures, parfois de la 5G, puisque c'est votre domaine d'expertise. Vous avez aussi cet aspect temps réel, je présume. Oui, bien sûr. Alors, il y a 2 choses pour compléter ce qui a été dit. La 4G et la 5G, historiquement, viennent du fait que c'est la 4e et 5e génération de réseaux cellulaires. Donc, ça appartient à la base à des technologies cellulaires, ce qui succède aux précédents standards. C'est quelque chose qui est normalisé d'ailleurs et qui présente l'avantage surtout de permettre d'agréger et d'avoir des débits très importants. C'est essentiellement ça qui va la caractériser, et au cas particulier de la 5G, d'avoir des latences relativement faibles. Donc effectivement, la question du temps réel dépend du cas d'usage, en fait, à vrai dire. Si vous avez, comme ça a été, je vais paraphraser ce que vous venez de dire, si vous faites des relevés sur un château d'eau, où vous relevez des débits d'eau qui ne sont pas critiques, bon, là, le temps réel n'a pas de sens. Maintenant, si vous êtes dans un process industriel où l'arrêt, on va dire l'interruption de l'information en temps réel engendre une catastrophe, sans parler des 24 heures, là, vous avez un besoin de temps réel strict, comme vous dites. Voilà ce qui différencie, mais c'est plus le cas d'usage qui va différencier la notion de temps réel que la technologie que vous allez employer pour transmettre la dite information. Et tout va dépendre évidemment du débit et de la nature de ce que vous voulez envoyer. Voilà. Je vous remercie. Et comme nous avons parlé de l'IoT, puisque Pierre nous a parlé un petit peu de l'IoT et du fait que c'est un concept, qu'est-ce qui se passe si nous mettons à la fois les systèmes embarqués, temps réel ou non, et finalement cette interaction d'IoT? Est-ce que, dans quel but on fait ce groupement? Je vous en prie, Pierre. Je reprends un petit peu tout ce qui a été dit. Moi, je parle de ce que je connais sur cette partie-là de l'IoT. L'IoT, donc, c'est un concept qui consiste à prendre un système embarqué, qui consiste à prendre des capteurs et qui consiste à transférer une information. Et effectivement, ça dépend du cas d'usage. Le cas d'usage va définir les technologies qu'on va choisir pour faire ça. Aussi bien au niveau du système embarqué, c'est-à-dire la puissance, aussi bien au niveau des capteurs, donc température, pression, ce qu'on veut, géolocalisation. Et ensuite, la façon dont on va transmettre ça. Donc on a parlé de câbles Ethernet, bien sûr, ça, vous connaissez. Mais c'est vrai que ça a tendance à disparaître parce qu'on arrive
à avoir, grâce à la 5G par exemple, les mêmes capacités qu'un câble Ethernet. Mais on va avoir un scope en fait très 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 large de technologies dédiées à l'IoT. On va partir de technologies type basse fréquence, type LoRa, Sigfox, qui vont permettre d'envoyer des très petites quantités de data. On parle de 12 octets pour Sigfox, donc c'est vraiment minuscule. Et en plus, c'est limité dans le temps pour des questions légales. Donc on va envoyer 100 fois par jour 12 octets. Et on va aller vers des technologies comme LoRa, qui sont un peu équivalentes en termes de fréquence. On va passer par le Bluetooth, on va passer par le Wi-Fi, on va passer par le Zigbee, bien sûr, qui vont avoir des différenciations en termes de portée et de nécessité ou non de mettre en place des réseaux maillés ou des réseaux d'antennes. Et puis, on va aller progressivement vers, on va dire, des technologies cellulaires dédiées à l'IoT, comme le NB-IoT, comme le Cat-M1 bis, qui sont des tuyaux plus petits, des capacités plus faibles, mais plus grandes que celles que j'ai citées précédemment. Et puis, tout au bout de la chaîne, on va avoir la 5G. Et encore une fois, ça dépend du cas d'usage. Envoyer une température à très grande distance pour connaître la température, je ne sais pas, d'une pompe à eau au milieu d'un champ, Sigfox, ça va être très très bien. Envoyer des capteurs de ville pour la Smart City, LoRa, ça va être très très bien parce qu'on envoie encore une fois des petites quantités. Si maintenant on veut que 2 véhicules communiquent au sein d'un réseau dans une ville en temps réel, là on va être vers des technologies 5G. Le LoRa, le Sigfox, toutes ces technologies-là qui sont des petits tuyaux à faible capacité de débit, mais qui consomment très peu d'énergie, parce que c'est ça ce qu'il faut voir derrière. Effectivement, là ça va être intéressant. Mais de l'autre côté, ça nous donne beaucoup de capacité, beaucoup de débit. On va avoir la 5G, mais qui va consommer beaucoup d'énergie et donc on va devoir travailler en conséquence sur le système embarqué pour pouvoir s'adapter à ce besoin et cette utilité du tuyau, cette utilisation du tuyau. Je vous remercie. Alors vous avez parlé assez vite en fait des différents réseaux et est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu par type de réseau ce que l'on fait? Alors est-ce que vous pouvez aller un tout petit peu plus précisément entre les différents réseaux? 3 ou 4, et après d'expliquer chaque cas d'usage pour bien comprendre les besoins en termes d'entreprise. Alors, pour préciser, le réseau, c'est simplement le concept de l'organisation de l'infrastructure qui va capter la data. Donc, si on parle de réseau cellulaire, de réseau 5G, de réseau Sigfox, c'est parce qu'il est organisé en réseau. Monter un réseau informatique, voilà, c'est monter le réseau. Si on parle plus des technologies elles-mêmes, encore une fois, c'est la capacité qu'on va rechercher en termes de débit, en termes de quantité de data, et on va avoir des technologies, on va dire, qui peuvent avoir un débit important, mais une portée très faible, ce qui va être le cas du Wi-Fi, ce qui va être le cas du Zigbee, ce qui va être le cas du Bluetooth, même si ces technologies continuent à évoluer, on va plutôt les utiliser dans des usages domestiques, on va dire, locaux, avec peut-être de l'extension de réseau par des antennes ou ce genre de choses. Dès qu'on va chercher à envoyer une toute petite quantité de data, mais à très grande distance, alors quand je dis très grande distance, c'est 2, 3, 10, 20, 30 km, on va s'intéresser à des technologies plutôt basse fréquence. Donc on va s'intéresser à des technologies type LoRa, Sigfox. Sigfox étant un réseau, une technologie qui a choisi pour son modèle économique de s'organiser en réseau européen, où là, on va trouver du réseau à différents endroits du territoire, ou LoRa qui a plutôt tendance à s'organiser en réseau privé. Donc là, effectivement, on va plutôt équiper en réseau, organiser les réseaux sur des bâtiments, sur des sites industriels ou ce genre de choses. Là, effectivement, on va utiliser ce type de technologie pour envoyer des petites quantités sur des distances beaucoup plus grandes. Et avec un moindre coût énergétique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des produits sur batterie, sur pile, qui ont plusieurs années d'autonomie. Ce qui ne va pas être le cas de produits comme le Zigbee ou comme le Wi-Fi qui vont consommer un peu plus d'énergie et qui vont être adaptés aux domestiques. Et puis, quand on va un peu plus loin, c'est-à-dire on a besoin de plus de débit, mais pas forcément besoin de plus de distance, parce qu'on va être dans des milieux urbains un peu plus denses, donc plus de facilité en termes de coûts à déployer des réseaux. On va s'intéresser aux technologies cellulaires de l'IoT, type LTE-M, Cat-M1 bis, NB-IoT, qui ont des particularités spécifiques en termes de leurs usages. Et là, on va être sur des petits tuyaux à plus grand débit, qui nécessite l'implantation et la mise en place de réseaux. Et puis, on va, encore une fois, au bout de la chaîne, avoir les réseaux 5G
portés par les opérateurs principalement ou par Jean-Marc sur les réseaux privés pour des usages où il faut beaucoup de débit, beaucoup de trafic, beaucoup d'informations, beaucoup de réactivité dans le transfert d'informations. Mais Jean-Marc en parlera mieux. Moi, je suis moins expert de ce type de technologie. Je vous remercie. Alors, il me semble, Kevin, que vous, justement, dans le cadre du génie climatique et des bâtiments intelligents, vous utilisez du LoRa. Alors, on va utiliser du LoRa, on va utiliser du Bluetooth. Le LoRa, par exemple, quand vous êtes dans le cadre d'une rénovation de bâtiment, vous avez besoin de traverser un certain nombre de cloisons pour différentes raisons. Vous avez bien souvent la problématique de j'ai un système qui était existant, mais je ne peux pas le remplacer facilement. Ou alors, c'est à des coûts assez importants. Là, effectivement, le LoRa vous permet de communiquer assez facilement à moindre coût. C'est surtout ça en fait qui explique le contexte. Le LoRa effectivement nous permet dans certains cas d'avoir, si je prends l'exemple d'un supermarché par exemple, d'avoir une sonde de température n'importe où dans le magasin et remonter la même information au même endroit qu'elle l'était initialement, sans forcément avoir à retirer du câble, à avoir toutes ces contraintes physiques ou peut-être même que le support qui existait à l'époque n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça nous permet effectivement d'avoir cette conversion assez facile à moindre coût. Un industriel, quel qu'il soit, aujourd'hui, il va devoir toujours faire la balance de son besoin par rapport au coût associé. Si d'aventure vous dissociez les deux, ça va devenir assez vite compliqué. Ensuite, on va utiliser d'autres technologies en fonction de la portée dont on a besoin. C'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure, il y a le LoRa, le Zigbee, etc. On utilise aussi du Bluetooth dans certains cas. Mais là, effectivement, on est sur de la courte portée et on va plus être là pour faire un maillage, comme on le disait tout à l'heure, un maillage privé, notamment avec des capteurs qui, eux, vont pouvoir communiquer les uns avec les autres et éventuellement faire de la géolocalisation dans le bâtiment de l'utilisateur pour pouvoir effectivement avoir des services complémentaires comme le géoguidage, etc. Et juste une question, les infrastructures qui sont en LoRa, en Sigfox, ont quel âge? Enfin, cette technologie a une maturité d'à peu près combien de temps? Alors, déjà, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que LoRa comme Sigfox, c'est des technologies françaises. Aujourd'hui, sur les technologies de l'IoT, vous avez la moitié des technologies qui ont été créées par des Français. Donc, c'est quand même intéressant de le rappeler. Même si LoRa a été racheté par Semtech, qui est un fabricant de transceivers. Et pour comprendre, les deux sont à peu près sur les mêmes fréquences, sont même sur les mêmes fréquences exactement, mais ont abordé, je dirais, le sujet de l'exploitation de cette technologie-là avec deux approches économiques complètement différentes. On va avoir d'un côté, alors même si elles ont des divergences technologiques, globalement, c'est assez proche en termes d'usage. On ne va pas choisir... On peut faire le choix entre l'un et l'autre, mais c'est assez proche. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont abordé leur exploitation de deux façons différentes. LoRa va plutôt a plutôt été porté par un fabricant de transceivers, donc de chips dédiés à faire de la radio, et donc a plutôt poussé une forte adoption par un écosystème en plébiscitant des réseaux privés, en plébiscitant des usages B2B, et n'a pas cherché à déployer un réseau ouvert comme l'a fait Sigfox, là où Sigfox a plutôt essayé de créer des partenariats avec des opérateurs à travers l'Europe en déléguant l'exploitation et même l'installation de son réseau dans différents pays. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, deux technologies assez proches avec leurs contraintes. Bien implantées, donc, et même bien implantées à travers le monde. Alors c'est intéressant cette question-là parce que le problème de l'IoT, c'est si on suit la courbe de Gartner, on est vraiment dans quelque chose, on a beaucoup parlé il y a 10 ans, l'IoT, c'est quand ces technologies, parce que je n'avais pas répondu à cette partie de la question, c'est des technologies qui ont à peu près 10 ans, c'est des technologies qui ont vu une émergence à un moment où on parlait beaucoup d'IoT, et comme dans toutes les technologies, on a le cas aussi avec les ordinateurs quantiques, avec l'intelligence artificielle. Regardez bien un petit peu dans les 5-7 dernières années, il y a plein de choses de ce type-là où on en a beaucoup parlé, puis après on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de débouché économique, ou il n'y avait pas de maturité technologique, puis
il y a plein de boîtes qui se sont plantées, qui ont disparu, et puis ça repart. Pourquoi ? Parce qu'il y a une courbe que les technologies suivent, qui est une courbe d'adoption, et surtout un équilibre du modèle économique qui, en termes de temporalité, varie. Et ce qui s'est passé avec Sigfox, c'est que oui, ils ont cherché à s'implanter à l'international très très vite, peut-être trop vite, mais c'était nécessaire dans l'approche. Mais les opérateurs locaux, donc dans chaque pays, comme je vous disais, ils ont délégué, ont eu beaucoup de mal à atteindre l'équilibre. Pourquoi ? Parce que développer des objets connectés sur ces technologies basse fréquence, c'est pas facile. Donc l'adoption technologique par les device makers, donc ceux qui fabriquent les objets et les systèmes embarqués, et non pas ceux qui développent les réseaux, ont pris plus de temps. Et ça a été difficile pour Sigfox, par exemple, de franchir ce cap-là. Entre-temps, ça a été racheté, ça se redynamise tout doucement, mais on a eu une plus grande expansion aujourd'hui. Si on prend ces deux technologies-là, il y a 95% des objets connectés sur ces technologies basse fréquence qui sont du LoRa, 5% c'est du Sigfox. Vraiment, quand on prend ce couple LoRa-Sigfox. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu des usages privés qui ont été faits de la technologie autour de LoRa, alors que Sigfox a essayé de commercialiser ça sous une forme de réseau roaming, et ça a été plus compliqué d'atteindre les équilibres. Jean-Marc, alors, vous avez un aspect beaucoup plus directeur et donc beaucoup plus management. Vous m'aviez dit quelque chose de très important, c'est qu'on a des infrastructures et il est intéressant d'utiliser ces infrastructures avant d'envisager d'en mettre d'autres. Est-ce que je me trompe sur ce sujet ou est-ce que vous voulez apporter plus d'informations ? En fait, il y a deux choses. Quand on parle de systèmes embarqués et de réseaux embarqués, enfin de systèmes embarqués en particulier, comme je disais, c'est l'usage qui va définir la technologie que vous allez utiliser. Et le message qu'on veut passer à des élèves ingénieurs, c'est qu'il faut être technologiquement agnostique pour proposer la meilleure solution au client en fonction de son usage. Alors pour revenir à la 4G et à la 5G, il faut voir la 4G et la 5G comme un réseau IP, certes par radio, qui vous permet d'y connecter des terminaux. Et ces terminaux, en fonction de la technologie utilisée, vont être capables d'envoyer des datas avec un débit plus ou moins variable, qui, d'un point de vue théorique et je dirais même d'un point de vue marketing, peut atteindre en principe 10 gigas dans les meilleures conditions de la 4G et la 5G. La 5G en particulier. Alors, il y a des candidats potentiels à basculer vers des réseaux, puisque je peux parler de ce que je fais en fait, sur des réseaux privés. C'est dans ces cas-là, le client final achète une infrastructure, à la différence d'une infrastructure opérée, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire la simple transposition d'un réseau opéré vers un réseau privé, s'il exprime un besoin de débit. Alors parmi les candidats qui commencent à se doter de ce genre de réseau, il y a le transport urbain en particulier, et je pense au cas particulier des métros, parce que les métros modernes, de plus en plus, pour ne pas dire plus, s'orientent vers des lignes automatisées. Or, jusqu'à présent, dans les lignes classiques, on va dire, dans lesquelles il y a un chauffeur, il y avait une liaison radio, une liaison qui était faite entre la cabine ou même entre les wagons pour les passagers, et qui était faite jusqu'à une date récente. Je ne sais pas si c'est encore le cas à la RATP, mais pour tout vous dire, ça passait par du courant porteur par leur traction. C'est-à-dire qu'on passait l'audio, en fait, on superposait l'audio sur l'alimentation électrique du train. Marchait très bien, bon, mais c'est des trucs qui datent du début du métro. Bon, progressivement, ils ont basculé sur des technologies à bande étroite, on va dire, et non pas de la 4G et de la 5G, pour retransmettre en particulier la phonie, c'est-à-dire la communication entre le chauffeur de métro et sa régulation, ou entre les passagers qui peuvent tirer une poignée d'alarme, par exemple. Typiquement, ça, on envoie de la phonie, on envoie de l'alarme, et ça peut, évidemment, ça concourt à la sécurité des personnes. Il faut savoir que la réglementation, sur un bon nombre de métros, si une poignée d'alarme ne démarre pas, ou s'il n'y a pas de radio dans la cabine, le chauffeur invoque son droit de retrait et le métro part pas quand même, voire s'arrête. Alors il est naturellement venu à l'idée de ces usagers, de ces utilisateurs, de basculer vers des réseaux 4G, 5G, et on parlera du
du train également, du seul train. Parce que là, ils y voient la possibilité d'ajouter à des fonctions qui sont déjà couvertes par des technologies à bande étroite, ou même par du Wi-Fi, parce qu'on utilise aussi du Wi-Fi en indoor. Ça peut paraître surprenant, mais on utilise du Wi-Fi pour ce sujet des rames, et dans lequel ils souhaitent transmettre plus de data, et d'autant plus que les lignes sont automatisées. Et au nombre de ces data, ils souhaitent transmettre de la vidéo en temps réel dans les rames, soit en temps réel, ils enregistrent, on va dire, comment le flux, ils ne le diffusent pas forcément en temps réel. Par contre, dès qu'il y a une poignée d'alarme qui est tirée, dans ces cas-là, ils renvoient en temps réel la donnée. Ça, c'est vrai pour les métros, c'est vrai pour le bus. Voilà, typiquement, une application où la 5G va répondre, parce que là, il y a des débits, à un moment donné, des pics de débit qui vont monter. Et on peut imaginer que dans les futures régulations également, il y a des notions de latence. Parce que pour ceux d'entre vous qui prenaient la ligne 13, par exemple, il faut savoir que les rames sont asservies, tellement il y en a. Parce que si vous freinez sur une rame, la rame de derrière, elle doit être asservie, sinon physiquement, le chauffeur n'a pas le temps de réagir pour éviter un accident. Donc ça, c'est parfaitement. Pour le train, les trains, on va dire, classiques, en particulier les TGV, on utilise jusqu'à ce jour un dérivé du GSM, ce qu'on appelle du GSM-R, c'est-à-dire que c'est du GSM Railway. On a adapté le standard au cas particulier du train, en fait, des trains. Ça a été choisi au niveau européen. L'intérêt de ça, et c'est le cas par exemple des TGV, dans lesquels la signalisation ferroviaire est remontée en cabine. On revient au sujet d'embarquer, est remontée en cabine auprès du conducteur. Alors ça permet pas mal d'avantages, et entre autres, par exemple, pour les trains internationaux, ils n'ont pas besoin de gérer, vous voyez. Ça, il y a des projets dans lesquels on sait que le réseau GSM 2G va à terme devenir obsolescent, et donc il y a une normalisation qui est en cours pour les basculer en 4G, avec des sujets de handover rapide entre les... Et là, dans lequel, effectivement, on peut imaginer qu'il y a des applications de données qu'on ne sait pas couvrir, parce que le GSM, c'est exactement comme les technologies LoRa ou Sigfox, vous ne pouvez pas faire de débit, vous l'avez bien rencontré. Donc voilà des cas où là, ça risque de s'imposer naturellement par le cas d'usage. J'en reviens toujours au sujet, le cas d'usage conditionne la technologie que vous allez utiliser. Je vais rebondir dessus. Pierre, il me semble que vous travaillez sur le GPS pour les motos. Dans ce cadre-là, comment vous récupérez en fait les informations? Sur quelle technologie réseau vous êtes pour la géolocalisation? C'est un grand sujet. Ça, c'est le sujet effectivement de la boîte qu'on développe depuis quelques années. En fait, basiquement, ça dépend encore une fois ce qu'on veut en faire. Si on fait de la gestion de flotte, ce qui est un marché très développé, on va dire le tracking de véhicules, si on fait de la gestion de flotte, c'est-à-dire savoir où est le véhicule, Uber, ce qu'on veut, ou savoir où sont nos véhicules de location, sont nos véhicules de commerciaux, etc. Ben dans ces cas-là, les technologies cellulaires sont particulièrement adaptées. Ça permet d'avoir des informations en temps réel. Encore une fois, quand on dit temps réel, c'est toutes les minutes, même réduire, mais ça vaut pas le coup de réduire la latence. Et c'est très intéressant. Si ensuite on bascule sur des sujets où on va faire de la gestion de stock de véhicules, c'est-à-dire qu'en gros, on veut savoir où sont beaucoup de véhicules parqués, stationnés, et pouvoir les géolocaliser sans forcément suivre leur déplacement, mais plutôt savoir plus ou moins le déplacement des stocks. On va chercher à avoir des produits qui ne sont pas forcément intégrés au système de la voiture, qui vont consommer donc peu d'énergie. Et là, nous, par exemple, on va utiliser des technologies type Sigfox, parce que le réseau, encore une fois, est déployé. Ce n'est pas un réseau local, c'est un réseau qui est déployé. Et on va utiliser ces technologies-là. L'autre avantage aussi de ces technologies basse fréquence, que ce soit LoRa, mais particulièrement Sigfox, et a montré des performances sur ça, c'est des technologies qu'on va dire difficilement brouillables. Quand je dis difficilement brouillables, c'est pour pas dire non brouillable sur un plan marketing, mais concrètement, le petit brouilleur que vous allez acheter, c'est interdit, hein, le petit brouilleur que vous allez acheter sur Amazon pour 100 € va brouiller très facilement du GSM, du cellulaire, parce que c'est des hautes fréquences, des fréquences beaucoup plus faciles à brouiller, à perturber, alors que ça va
plus difficilement, parce que la longueur d'onde est plus longue, ça va être plus difficile de brouiller des technologies comme Sigfox. Donc, pour répondre à la question, soit on fait du management de flotte, et dans ces cas-là, on a des systèmes qui consomment beaucoup d'énergie sur des cellulaires qui sont souvent connectés au système de la voiture, à la batterie. Soit on va chercher à sécuriser la voiture et on va avoir des systèmes sur de la basse fréquence, Sigfox, beaucoup plus facile à dissimuler, ou de la gestion de stock, donc qui consomme très peu. C'est-à-dire que nous, on a des trackers, concrètement, à batterie égale, un tracker cellulaire, même sur des technologies dédiées à l'IoT, va avoir 1 semaine d'autonomie, quand nous, on va avoir pratiquement 1 an d'autonomie, pour à peu près le même taux de fréquence d'envoi de messages. Ça vous donne une idée des écarts qu'on peut avoir en choisissant une technologie ou l'autre. Et puis, on va avoir des trackers un peu haut de gamme, on va combiner les deux technologies. Voilà. Et ça, c'est un sujet justement à parler, c'est la combinaison des technologies pour l'IoT, les systèmes embarqués. On en profitera justement pour les échanges et pour le dernier. Je vous remercie. Alors, vous m'avez parlé des différentes technologies qui correspondent à différents besoins. Vous ne m'avez pas parlé de Zigbee. Zigbee. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Est-ce que vous avez des cas d'utilisation de Zigbee, éventuellement? Alors, si je vous en parle, c'est que, comme vous le savez, je ne suis pas dans les systèmes totalement embarqués IoT, mais par contre, j'ai de la domotique. Et en tant qu'informaticienne, on programme, et souvent, nos petits capteurs utilisent le Zigbee. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous, dans le cadre industriel, finalement, vous utilisez du Zigbee? Ou est-ce que c'est une technologie qui est passée? Je vais peut-être laisser plus la parole à Kevin sur le Zigbee. C'est une technologie. Le Zigbee, c'est vrai que si je devais résumer très rapidement les différents protocoles qu'on va utiliser dans le bâtiment, hein, on va utiliser le BACnet, mais là plus effectivement sur un réseau filaire. Et en termes de radio, on va plus être sur du Bluetooth ou éventuellement du LoRa ou un protocole qui est plutôt en voie de disparition, l'Inocean. Pour nous, voilà, le Zigbee, je dirais qu'effectivement ça reste très marginal ou sur certains capteurs bien particuliers. C'est vrai que nous, on ne s'adresse pas forcément à l'habitat individuel. Donc c'est vrai que ce type de capteur-là, on va plus le retrouver sur de la maison individuelle, puisque facile d'accès. Des librairies sont souvent open source, donc c'est vrai que ça permet du développement assez facile. Le reste, effectivement, on y est plutôt absent sur les autres protocoles. Peut-être sur le Zigbee, on l'utilise peu, mais parce que c'est un peu le Linux des technologies de l'IoT. C'est-à-dire, c'est une bonne technologie, elle est intéressante, elle a plein d'utilités, mais elle est très ouverte, très, très libre en termes de code, mais elle n'a pas été adoptée ou plébiscitée par d'autres écosystèmes adjacents. Typiquement, dans votre téléphone mobile, vous avez du Bluetooth, vous avez du Wi-Fi, vous avez de la 5G, vous avez même d'autres technologies satellitaires. Et en fait, le Zigbee il n'a pas été adopté par les fabricants de téléphonie mobile. Dans le monde de l'industrie, en général, c'est l'automobile et la téléphonie qui créent beaucoup d'élan en fait, sur l'adoption technologique et qui créent des écosystèmes adjacents. Et aujourd'hui, le Bluetooth, c'est vachement pratique, c'est économiquement intéressant parce que il y a tellement de Bluetooth partout que les fabricants de chipsets, ça réduit les coûts. Donc du coup, on a plus tendance à vouloir choisir le Bluetooth. Le Wi-Fi, on en a partout. Donc vous prenez votre téléphone mobile, vous connectez à votre caméra, vous paramétrez le Wi-Fi de votre caméra avec votre téléphone mobile. Le Zigbee, aujourd'hui, vous n'avez pas ça dans les téléphones mobiles. Donc vous voulez mettre du Zigbee dans de la domotique, c'est super, mais vous devez avoir un hotspot Zigbee, vous devez installer un réseau. Voilà, c'est un peu le Linux, versus Windows ou Apple de l'IoT, quoi. Ou de la domotique en général. Je ne sais pas si tu partages ça. Oui, tout à fait. Hein. Après, il y a un autre point, alors, je ne sais pas si on l'abordera comme ça, mais c'est tout l'aspect aussi sécuritaire que va générer ces protocoles radio. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'actualité en parle assez régulièrement. Le filaire est très contraignant, mais apporte un certain nombre d'avantages. C'est-à-dire que si vous êtes sur un réseau complètement fermé, pas ouvert sur Internet,
Le seul moyen de vous connecter sur votre réseau filaire, c'est effectivement de venir physiquement dessus. Du moment que vous allez émettre quelque chose, et encore plus si vous êtes sur de la longue portée, le fait d'ouvrir, j'ai envie de dire presque en clair, va générer un certain nombre de contraintes. Donc c'est vrai que le fait que ce soit de l'open source et non un système un peu plus fermé ou sécurisé, des fois a cet inconvénient-là en termes de criticité et de sécurité. Et dans les anciens systèmes réseau, est-ce qu'ils avaient déjà pris en compte la sécurité, ou est-ce que justement ils sont en train de faire évoluer LoRa's, Sigfox pour pouvoir prendre en compte cette nouvelle problématique? Alors, dans le cadre du bâtiment, j'ai envie de dire que le système informatique a eu le temps d'évoluer tranquillement. Pendant de nombreuses années, on est monté en puissance, en vitesse de communication, en sécurité, en interopérabilité, c'est-à-dire que les systèmes sont capables aujourd'hui assez facilement de communiquer les uns envers les autres. Le bâtiment a plus vécu tranquillement sur ses acquis, avec des protocoles assez vieillissants pour nous, que ce soit le Modbus, même éventuellement le KNX en filaire. Ça a vécu sur sa belle vie. Et puis maintenant, on veut tout interconnecter. On veut que les systèmes puissent remonter à une gestion technique centralisée dans le bâtiment, en mode SaaS, qui récupère plusieurs bâtiments pour gérer tout ça. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, il y en a un qui a quelques années de retard, et cet aspect sécuritaire effectivement est bien souvent mal connu, mal maîtrisé, puisque nous, dans le milieu effectivement du bâtiment, on va retrouver un certain nombre de lots. C'est-à-dire que quand vous construisez un bâtiment, vous allez retrouver le premier corps d'état, la maçonnerie, etc., le gros œuvre. Vous allez retrouver le lot électricité, qui va éventuellement proposer les routeurs, etc. Vous allez retrouver le lot CVC pour tout ce qui est climatisation, ventilation et le chauffage. Et du coup, tous ces lots-là doivent communiquer les uns avec les autres, avec leurs différents niveaux de compétences. Forcément, je vous laisse imaginer chez vous parler au plombier d'adressage IP, de réseau Internet. Je pense que très vite, vous allez le perdre. Et ce sera peut-être plus simple que vous le fassiez vous-même. Donc, il faut imaginer que dans le milieu du bâtiment global, c'est un peu les contraintes qu'on découvre aujourd'hui. Et après, si on rentre effectivement dans le détail de la IEC 62443, qui est la dernière version de la cybersécurité, c'est vrai que là, on peut aller chercher très loin avec des protocoles qui sont assez vieillissants pour ma part dans le bâtiment. Merci. Je vous remercie. Maintenant que nous avons fait un petit point sur les différentes technologies réseau que vous utilisez dans le cadre des entreprises et de l'industrie, je vous propose aussi de faire un petit point sur les enjeux finalement économiques et le fait de savoir si ce que vous allez proposer à vos clients potentiellement, et quand on décide de passer d'une technologie avec une infrastructure qui se trouve qui est couverte sur les pays, ou on passe à une nouvelle technologie qui n'est peut-être pas encore totalement opérationnelle. Donc, et là je vais parler particulièrement sur des cas d'usage. Vous avez tous dit que l'importance dans les choix des infrastructures réseau et par rapport à l'IoT, c'était d'avoir un cas d'usage. À l'heure actuelle, est-ce que la quantité de données que vous remontez devient de plus en plus grande ? Au choix. Je dirais que de manière générale, on est des générateurs de puissance, des générateurs de données en puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on génère de la donnée en veux-tu, en voilà. Il y a de ça quelques années, on cherchait à acquérir de la donnée, et on savait que la donnée qu'on générait était plutôt fiable. Aujourd'hui, on génère tellement de données dans tous les sens que la difficulté n'est pas de savoir si on génère la bonne donnée, mais de trouver la bonne donnée dans cet amas de tables qu'on peut avoir diverses et variées. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple d'une température,
on pourrait très bien générer une variation et un enregistrement de cette température toutes les millisecondes. Et dans ce cas-là, on va remplir très vite une quantité de données exorbitante. La question est, est-ce que mon intérêt est d'avoir cette valeur-là toutes les millisecondes? La réponse est clairement non. Et du coup, forcément, aujourd'hui, par défaut, nos systèmes sont, entre guillemets, préconfigurés pour relever beaucoup de données. Et après, on se dit, bon, le système derrière fera le tri et sera capable de définir ou de trouver la bonne valeur. Puisqu'effectivement, on est sur des réseaux de plus en plus capacitaires, avec la 5G notamment, en termes de débit, en termes de communication. Et effectivement, l'intérêt aujourd'hui, c'est de se dire, je suis capable de générer de la donnée, ok, mais qu'est-ce que j'ai besoin réellement comme données et à quelle fréquence? Et en fonction de ça, on va être capable effectivement de calibrer, entre guillemets, le tuyau dont on a besoin. Si effectivement on a besoin de faire transiter énormément de data, on va plutôt s'orienter sur quelque chose de plutôt très rapide, comme la 5G. Ou alors au contraire, si on est juste en nécessité de faire remonter votre compteur d'eau, par exemple, une fois par jour, et encore, même si vous ratez une donnée, vous relevez ça le lendemain, ça suffira largement. Voilà, dans ce cas-là, le canal de communication dont vous avez besoin est très petit. Il y avait, alors je vous remercie. Donc vous avez dit par rapport à la fréquence, aux données. À l'heure actuelle, est-ce que dans la plupart de vos clients, est-ce qu'ils ont un besoin de données juste pour avoir du monitoring, c'est-à-dire avoir un instant T, une vision d'ensemble de leur infrastructure, ou est-ce qu'ils commencent déjà à envisager de faire des analyses après coup? Alors, on va rentrer un peu dans l'aspect réglementaire. Au niveau européen, aujourd'hui, vous avez une directive qui s'appelle la directive EPBD, qui oblige aujourd'hui tous les propriétaires de bâtiments de monitorer effectivement leur consommation énergétique et d'entreprendre en fait une transformation pour limiter leur consommation de manière générale, que ce soit sur de l'eau, de l'électricité, etc. Donc ça, aujourd'hui, ça a été transcrit en droit français, qui est le décret tertiaire et le décret Bax, qui effectivement oblige les propriétaires de bâtiments d'enregistrer tout ça. Donc la data, effectivement, on est obligé de l'enregistrer. L'enregistrer très fréquemment, c'est une obligation, on doit le déclarer également. La quantité est plutôt moindre aujourd'hui, mais l'intérêt qu'on a avec cette data, elle est pour générer un modèle, notamment sur tout ce qu'on va pouvoir déclarer comme jumeaux numériques, par exemple, pour pouvoir faire une maquette mathématique du bâtiment et de dire si j'applique telle transformation à mon bâtiment, je pourrais obtenir tel résultat. Mais pour ça, forcément, pour avoir un modèle mathématique fiable, je ne vais pas vous l'apprendre, il faut de la donnée. Donc cette donnée-là, elle a son importance, mais encore une fois, qu'est-ce que je donne à la machine pour pouvoir être fiable et représentatif de mon bâtiment? Il ne faut pas lui donner une quantité monstrueuse de données qui n'ont pas forcément toujours de sens, mais vraiment de la donnée intéressante et fiable sur la durée. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui va être très important pour nous demain, et ça va permettre effectivement d'avoir des prédictions, des anticipations, des dérives de consommation qui sont anticipées, des défaillances, etc., avec tout ce que ça peut engendrer. Je vous en prie, Pierre. Oui, je voulais parler plutôt de la data et de la partie économique sur un scope différent. Sur le bâtiment, c'est très clair, et puis c'est drivé aussi par les réglementations, et c'est top parce que ça tire vers le haut. Et ça prouve vraiment où est-ce que l'IoT et les capteurs connectés apportent vraiment une transformation, et c'est un peu poussé par l'aspect gouvernement, enfin en tout cas par la réglementation et l'enjeu environnemental. Ce qui est plus compliqué dans des domaines par exemple de la supply chain ou dans des domaines autres, les medtech ou autres, où souvent les acteurs ont du mal à voir l'intérêt de rendre connecté
ça peut être un container, une benne à ordures ou autre, et mettre en exergue d'un côté le coût d'équipement, et souvent parce que les objets connectés sont mal conçus ou les choix technologiques ne sont pas les plus adaptés, donc il y a du déceptif, et de l'autre côté justement la data qui est récoltée et à quoi ça va leur servir. Sous-entendu, on a des économies qui sont très matures. Le ramassage des ordures, bon, ça marche, hein. Vous sortez dehors, il n'y a pas de poubelle. On dit, pourquoi connecter les bennes à ordures? Bon, la supply chain, le mec qui transporte des palettes dans un camion, pourquoi connecter les palettes? Tout se passe bien, quoi, en soi. Et en fait, tout ça prend du temps pour créer des écosystèmes où l'utilisateur final, le client final, celui qui où les différents maillons de la chaîne vont exploiter la même data. C'est-à-dire qu'une seule data remontée par une palette connectée va être utile au transporteur, va être utile au client final, va être utile, je dirais, à l'opérateur, au donneur d'ordre. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui manque de standardisation. Chacun développe un peu son écosystème, son réseau privé parfois l'aura, son bâtiment dans son coin, et il n'y a pas vraiment de standard. Nous, on travaille sur des sujets, sur un side project, on travaille justement à cette standardisation, je dirais, de la data, en créant des entêtes, des librairies d'entêtes, parce qu'on considère que récolter toutes ces data, c'est intéressant, mais si chacun exploite cette data dans son propre écosystème, dans son propre besoin, sans forcément permettre de manière agile, parce qu'on peut toujours, avec des connecteurs API, assez facilement donner accès aux data. Mais ça coûte de l'argent, s'interconnecter, ça coûte de l'argent, remonter des data dans un ERP, ça coûte de l'argent, développer des front-end pour monitorer la data, ça coûte de l'argent. Voilà, tout ça est une barrière, un frein, je dirais, au développement, et il y a des vrais sujets de fond sur lesquels nous, en tout cas, avec mes équipes, on travaille pour faire que toute cette data collectée en fait, soit accessible. C'est-à-dire que oui, il y a de la data qui est collectée, mais derrière, quel est le relais de croissance que ça apporte? Comment les différents secteurs d'activité vont exploiter cette data-là? Comment différents acteurs qui collaborent dans une chaîne de valeur de transport, médical ou autre, vont partager aujourd'hui les bâtiments. Kevin parle du bâtiment une fois installé, mais il y a toute la supply chain en amont du bâtiment, la gestion du chantier, la gestion des gravats, la gestion des consommables, des matières premières, le transport des vitres. Aujourd'hui, on parle avec des gens qui livrent des vitres pour le bâtiment et qui encombrent des chantiers, perdent des chevalets, ce sur quoi on livre les vitres. Voilà, il y a énormément de sujets et voilà, tout ça, il y a encore beaucoup de marge de progression. En fait, il y a tout a été dit, donc je ne vais pas rebondir sur ce que vous venez de dire pour en ajouter en ce qui concerne l'agrégation des données et leur traitement. Mais pour la première question qui était y a-t-il une augmentation du débit des données? Il y a un effet pervers en fait, et je vais répondre oui en fait. Pourquoi? Parce que au cas particulier des réseaux 4G et 5G, il y a de plus en plus de produits qui nativement se connectent sur les réseaux 4G et 5G. Ils sont prévus, que ce soit des drones, que ce soit des caméras, par exemple, je pense à des choses comme ça. Il y a de plus en plus d'équipements comme ça qui sont natifs pour s'interfacer sur des réseaux 4G, ce qui est tout à fait logique au sens où il y a un écosystème particulier au cas particulier de la 4G et la 5G. C'est la première fois dans l'histoire de la radiocommunication qu'on a un standard qui est supposé être commercialisé pour la police, donc les forces de l'ordre en France, au travers du réseau Radio du Futur, si on prend l'exemple de la France, pour les transports en commun, pour les militaires et pour la marine. Donc c'est la première fois qu'on a ça dans l'histoire. Jusqu'à présent, c'était un peu des standards différents qui utilisaient ces trucs-là. Alors, dans la mesure où il faut distinguer là deux choses, il faut distinguer la notion de réseau opéré de la notion de réseau privé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir que sur un réseau opéré, malgré ce qui peut être affirmé par les opérateurs, enfin s'ils m'entendent, ils ne seront pas contents, mais je vais quand même le dire, vous n'avez à peu près aucun contrôle en fait sur le débit que pourra vous délivrer un opérateur.
Pour plein de raisons, il peut y avoir défaillance de la station, du site local, ou vous pouvez avoir des appels de données, en particulier si des gens remontent, et je pense en particulier à la vidéo, s'ils remontent en uplink, c'est-à-dire vers la station, beaucoup de données. Sur un réseau privé, si vous voulez, vous allez, totalement maîtriser vos flux, parce que il faut comprendre les réseaux 4G et 5G comme étant un réseau IP, dans lequel les objets connectés sont sur la couche applicative. En fait, il y a une partie où c'est évidemment, vous êtes rompu au modèle OSI sur les couches basses, puisqu'on dialogue de manière normalisée, que ce soit LTE-M, LTE, dans les différents protocoles que va offrir, les coding schemes que vont offrir la 4G et la 5G. Et la couche applicative, elle est connectée à un serveur, et vous pouvez assez vite, si vous connectez beaucoup de choses, saturer le réseau. Et à ça s'ajoute le fait que les développeurs de produits grand public, j'entends par là, j'entends les caméras, en fait, tout ce qu'on peut avoir et qu'on voit, ne sont pas toujours économes en termes de développement logiciel et en termes de data et de débit. Pour ne pas dire plus, quand j'ai démarré ma carrière, on faisait tourner des programmes d'échecs dans 16 kilobits, quoi. Je mets au défi un programmeur aujourd'hui de faire ça. Et quand on dialoguait, comme on n'avait que des réseaux à bande étroite, on était extrêmement économe, on n'envoyait que vraiment le débit nécessaire. C'est pas le cas aujourd'hui. J'en veux pour preuve que les gars, ils vous ouvrent un VPN, ils vous montrent 80 kilobits pour vous envoyer un paquet de 10 octets, quoi. Donc on ne peut pas dire que c'est optimisé pour des raisons de sécurité, on va fonctionner comme tel. Donc oui, il y a une augmentation du débit et qui est liée à l'écosystème même. Et qui présuppose que la 4G ou la 5G pourrait offrir des ressources illimitées. Mais c'est absolument pas vrai. Donc, si je comprends bien, pour juste faire un petit résumé, nous avons de plus en plus d'applications qui utilisent les données. On commence à voir, dans le cadre de ces applications-là, pour la gestion du bâtiment, une envie de monitorer en temps réel. Donc, avec nos systèmes embarqués, avec des capteurs intelligents, en fait, on récupère des données. On ne sait pas encore si on va en faire usage, mais on commence à les ranger. Et pour cela, il nous faut plus de bandes passantes. Est-ce que j'ai à peu près résumé ce qui était nécessaire, ou est-ce que vous voyez d'autres choses ? Je donnerai juste un exemple sur des nouvelles tendances de bâtiments aujourd'hui, depuis le Covid qu'on voit apparaître. C'est des bâtiments où on va appeler ça en flex office. C'est-à-dire que c'est des bâtiments où vous savez d'ores et déjà que vous n'avez pas assez de bureaux pour toutes les personnes qui vont arriver. Donc, chaque utilisateur de ce bâtiment va avoir son application sur son téléphone portable. Et arrive le matin au bureau, on va lui dire aujourd'hui, vous serez au premier étage, vous serez au bureau 43. Le deuxième arrive, il sera au bureau 45, aussi au premier étage, et ainsi de suite. On imagine assez facilement l'intérêt de tout ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3-4 personnes au premier étage, 3-4 personnes au deuxième, et ainsi de suite, comme dans les tours qui ne sont pas très loin d'ici, si vous arrivez non plus à utiliser 25 étages, mais en utiliser que 10, et à faire la même interférence entre guillemets sur la gestion de votre chauffage, la gestion de votre éclairage, vous faites des économies d'échelle assez rapides. Si vous corrélez ça également avec le besoin en nettoyage, vous faites encore des économies. Donc ça permet effectivement de monter en puissance en termes de besoin de données, parce que du coup forcément on maille de plus en plus les informations. Et en même temps, la vitesse à laquelle on a besoin de faire redescendre ces informations sont plus ou moins importantes. Je vous remercie. Et donc, par rapport à ce besoin de données, est-ce que les technologies dont on a parlé, excepté la 4G et la 5G, est-ce qu'elles sont en mesure de suivre l'évolution exponentielle finalement de ces données ? Puisqu'il nous faut de plus en plus de bandes passantes, et il y en a certaines technologies qui sont extrêmement à faible débit. Est-ce que par rapport à ça, il y aura des défis techniques? Est-ce que ces technologies seront obsolètes sous peu? Est-ce qu'on va continuer à les utiliser? Est-ce que vous avez d'autres choix?
Je suis pas le plus expert peut-être pour répondre à la question, mais ce que je sais, c'est que nous, par exemple, on a commencé sur des technologies basse fréquence où il n'y a que quelques octets, et maintenant qu'on intègre de plus en plus de technologies cellulaires dédiées à l'IoT, encore une fois, je ne suis pas encore sur la 5G, on a un avantage concurrentiel à savoir justement minimiser l'usage de la data, l'usage de la bande passante, etc., sur des protocoles qui ne sont pas les mêmes du tout que ceux de Sigfox ou LoRa. Après, sur la partie 5G, encore une fois, je pense que le gros problème des technologies réseau cellulaire depuis ces 10 dernières années, c'est qu'elles ont eu du mal, alors ça commence à se caler, elles ont du mal à trouver leur place dans leur rôle par rapport au cas d'usage. C'est-à-dire qu'on utilise la 5G pour faire tout et n'importe quoi. On va utiliser... Sigfox s'est vendu en disant on peut faire plein de choses alors que ça a des capacités spécifiques et limitées, etc., etc. Donc, je pense que petit à petit, on va, ne serait-ce que par intelligence architecturale, dire voilà, j'ai 12 octets envoyés, je vais utiliser Sigfox. J'ai 256 octets, kilo-octets envoyés, je vais utiliser du Bluetooth. J'ai 1 giga de data envoyé en bloc, je vais utiliser la 5G. J'ai besoin de créer des objets multitechnologiques. Pour certaines choses, je vais mettre une technologie pour des événements en temps réel, et puis pour d'autres où je n'ai pas besoin de temps réel, je vais transmettre les infos avec une autre technologie. Et je pense que il y a un autre enjeu sous-jacent, c'est l'enjeu des constructeurs justement hardware, des chips, qui de plus en plus arrivent à faire des chips qui intègrent plusieurs technologies. Et donc on réduit le coût du hardware et on offre la possibilité aux développeurs des systèmes embarqués de pouvoir justement utiliser avec la même antenne, c'est de la conception d'antenne, en vrai il y a plusieurs antennes dans la même, mais avec le même chip, et donc pour un coût de quelques dollars, plusieurs technologies radio. Ce qui, il y a encore quelques années, n'était pas possible. Il y avait un module, une ligne radio, une antenne pour chacune des technologies. Voilà, donc ça faisait des objets qui coûtaient cher, dans lesquels on pouvait mettre de la 5G, du Bluetooth, du Wi-Fi, mais ça coûtait $50 à fabriquer, c'est trop cher. Maintenant, pour quelques dollars, on peut avoir du sniffing Wi-Fi, du Bluetooth, du Sigfox, du LoRa, du Kinéis, même du satellitaire, et même du cellulaire, c'est encore un peu à la marge, mais du cellulaire. Et ça change la donne aussi à ce niveau-là. Alors après, je suis sur des systèmes un peu plus complexes que des capteurs qui sont plutôt en volume dans un bâtiment, mais il y a quand même un ordonnancement, je dirais, des technologies, et donc une réorganisation de la data à ce niveau-là. Donc, j'ai quand même parce que la 5G, c'est à la mode. Et donc, quel serait quand même l'intérêt d'utiliser la 5G ? Là, Jean-Marc, je vais vous laisser parler puisque c'est votre domaine d'expertise. Alors, il y a quel serait l'intérêt d'utiliser la 5G ? Alors, il y a plusieurs... Ça recouvre... C'est une question assez ouverte, en fait, que vous posez là. En fait... les technologies à bande étroite qui ont été évoquées, on a le même sujet d'ailleurs sur les réseaux à bande étroite, correspondent à un besoin, et quand vous faites une analyse du besoin client, du besoin, vous avez plusieurs paramètres qui vont rentrer en ligne de compte, à savoir la zone que vous voulez couvrir, la portée vers où va se trouver votre serveur, c'est-à-dire où vous allez collecter la donnée, et enfin le débit. Ça, c'est des paramètres qu'il va falloir prendre en compte en fonction de la technologie que vous allez utiliser. Alors en toute rigueur, si on réfléchit en tant qu'ingénieur, on choisira la meilleure technologie qui correspond aux besoins en fonction des besoins demandés en termes de débit, et aussi par rapport à des critères économiques accessoirement, parce qu'il faudra qu'à un moment donné on parle de ça. Parce qu'il y a des... Alors par contre, après il y a un effet, ce que vous évoquiez, puisque vous dites c'est à la mode, il y a quand même un effet au-delà de la mode dans l'écosystème, si vous voulez. Pour prendre un terme à la mode, il y a une pression énorme qui est exercée par les équipementiers, quels qu'ils soient. Et en particulier par les équipementiers des terminaux, si j'ose dire, ce qu'on appelle les UE, c'est-à-dire les équipements, les user equipment, comme on dit en anglais. Et dans lequel, effectivement, on voit, j'étais d'ailleurs en Mobile Congress, de plus en plus de produits connectés qui intègrent nativement de la 4G.
Sachant que ce qui est donné généralement au cas particulier de la 5G, on vous dit on peut connecter 10 millions d'objets connectés, mais ça veut absolument rien dire. Ça, c'est du marketing, parce que 10 millions d'objets connectés, encore faut-il savoir quel débit on affecte à quel équipement. Donc il y a un deuxième sujet, mais là c'est plus de la prospective qu'on va faire. Et comme vous le savez, il est extrêmement difficile de faire des prédictions, particulièrement quand elles se déroulent dans l'avenir. Vous voyez. Donc on peut imaginer que la pression qui est exercée, notamment avec les eSIM, c'est-à-dire les cartes SIM, etc., et de plus en plus d'objets connectés, beaucoup de réseaux qui étaient traités par d'autres technologies vont être à terme absorbés par des réseaux 4G, 5G, à condition que les dits réseaux aient la couverture et la capacité à les accueillir. Maintenant, moi j'ai une opinion sur ce sujet-là, qui n'est pas forcément l'opinion de tous les constructeurs, mais si je m'exprime en tant que président d'une fédération, je ne crois pas que les technologies 4G, enfin je ne vais pas plaider contre ma paroisse, mais enfin, il faut être réaliste, je ne pense pas que les technologies 4G, 5G vont se substituer à l'ensemble des standards qui les ont précédés. Ne serait-ce que pour des questions de coût. Parce que si vous êtes chez un opérateur, vous allez payer quand même, accessoirement, la donnée. Et si vous n'êtes pas toujours forfaitisé, accessoirement quand même. Les équipements qui font la collecte peuvent devenir très peu chers du fait du volume qu'on a sur les terminaux. Certes, ok, ça, les chipsets deviennent de moins en moins chers, etc. Mais pour autant, après, si vous avez un réseau privé qui est déjà existant, qui a d'un métro, etc., qui s'est doté, donc là, la question, il maîtrise ses débits, il maîtrise son engineering, donc il peut envisager de mettre beaucoup de choses sur des réseaux 4G, 5G. Et après, vous avez accessoirement un dernier sujet qu'il faut quand même évoquer, c'est les questions qui étaient d'ailleurs abordées à un moment donné, qui sont les questions de sécurité. Quand vous êtes sur un réseau privé que vous administrez totalement, qui soit dans une technologie de 4G ou 5G privé ou d'autres technologies, vous allez mettre en œuvre quand même des dispositions pour assurer en toutes circonstances la continuité de la communication et du service. Si vous êtes totalement sur des réseaux et que vous dédiez ça à un réseau MNO, en fait, un réseau public, qui certes a des obligations, tout ce qu'on veut, etc., vous vous exposez, à un moment donné, après ça dépend des flux que vous transmettez, parce qu'il y a des flux qui sont plus ou moins critiques. Donc je ne pense pas, et c'est vrai également pour les réseaux à bande étroite, ce qu'on appelle les réseaux à bande étroite, c'est-à-dire les réseaux de radio privée classique, et on le voit d'ailleurs, tous ces réseaux-là ne vont pas se retrouver sur une seule et même technologie, à tout le moins, à mon avis, à une échéance courte, si vous voulez. Parce qu'il y a des questions de coûts, si vous voulez, qui sont disproportionnés. Passer sur un réseau qui va vous coûter quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros avec quelque chose qui va vous coûter plusieurs millions, on va dire, d'euros, si vous faites une couverture de métro, par exemple, bon, ben, il faut être certain que vous allez basculer tous vos objets connectés. Hein. C'est pas du tout... Il y a un aspect économique et de sécurité. Je vous remercie. Ça veut dire que fondamentalement, à l'heure actuelle, la couverture de la 5G n'est pas non plus extraordinaire. Et c'est, si je résume un petit peu, c'est uniquement dans certains cas d'usage qu'on peut utiliser la 5G de nos jours. On restera encore sur des technologies qui sont complètement approuvées, éprouvées d'ailleurs, pendant encore très longtemps. C'est ce que vous dites actuellement. Est-ce que vous pourriez me donner des cas d'usage où vraiment... Alors, vous nous avez présenté le train. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage où la 5G, là, serait absolument indispensable? Alors, il y a le domaine des transports. Il y a des domaines qui commencent à émerger, qui vont se développer. Je pense en particulier... Alors ça, c'est une première dans l'histoire de la radio. C'est les services de sécurité, que ce soit police, pompiers, SAMU. C'est déjà en cours actuellement. Il y a un déploiement qui est annoncé et dans lequel, pour la première fois, on va mettre les services de sécurité sur des réseaux de type 4G, 5G. Avec ce qui les pousse à aller vers ça aussi, c'est de mettre des objets connectés. Parce que c'est pour faire de la phonie, il y a déjà. Cela dit, cette migration, elle ne va pas se faire
en 48 heures. C'est-à-dire qu'il va y avoir coexistence des deux systèmes pendant un certain temps. Parce que si on prend la police, ils peuvent avoir des domaines où la médecine, le SAMU par exemple, où les pompiers peuvent avoir des besoins de remontée d'informations en temps réel qu'on ne sait pas bien remonter avec les réseaux à bande étroite. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui va se faire en quelques jours. C'est-à-dire qu'il y a un déploiement qui est prévu d'ailleurs en France sur plusieurs années. Il est sur le web, en fait, si vous voulez le voir auprès de l'opérateur qui est l'ACMOS, et vous allez voir ce déploiement. Ça, c'est une des premières où on va voir des réseaux, ce qu'on n'aurait pas imaginé il y a des années. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que si vous n'exprimez pas des besoins de données et de fort débit, vous n'allez pas forcément, vous n'avez pas intérêt à aller basculer sur des réseaux 4G, 5G. Alors, la diminution du prix ou du coût des objets connectés pourra peut-être changer la donne. Mais aujourd'hui, je ne suis pas totalement convaincu à 100% de cette migration complète, quoi. Je vous en prie. Oui. Je partage l'opinion, mais surtout, encore une fois, la 5G, c'est énergivore. Donc, dans les objets connectés, on a des objets connectés qui sont alimentés. Oui, il peut y avoir une migration vers la 5G et une exploitation optimale du réseau pour rentabiliser l'investissement de la mise en place du réseau. Mais si on parle d'objets connectés qui vont être des capteurs ou autres, on va pas du tout s'intéresser à ce type de technologie-là parce que c'est énergivore. C'est des protocoles qui consomment beaucoup d'énergie pour être utilisés. D'autant plus qu'on fait, une petite digression, on fait beaucoup de progrès dans l'utilisation de l'énergie solaire et artificielle. Si vous prenez les derniers téléviseurs Samsung, vous allez avoir des technologies, vous allez avoir la télécommande. Aujourd'hui, elle a un panneau solaire. On va dire, il n'y a pas de soleil à la maison, et puis en plus, la télécommande est à l'envers. Mais en fait, on a optimisé l'exploitation de l'énergie lumineuse, artificielle, et il n'y a plus de piles dans vos télécommandes Samsung aujourd'hui quand vous achetez un téléviseur Samsung. Et ça communique dans des protocoles infrarouges ou radio, et c'est un objet connecté si on voulait lui donner plus de fonctionnalités internes. C'est une petite digression, mais c'est juste pour dire la 5G, c'est pas que l'exploitation d'un réseau ou l'amortissement d'un coût d'installation d'un réseau. C'est aussi la réalité du coût énergétique en termes de besoins d'alimentation, de batterie, etc., d'un objet qui pourrait être dit autonome à ce niveau-là. Et dans le cadre, éventuellement, parce que là, nous parlons aussi de l'intelligence artificielle, si on mettait en place, par rapport aux données qui sont remontées, une intelligence artificielle, est-ce que dans ce cas-là, on aurait besoin éventuellement de la 5G ? Je pense qu'encore une fois, la 5G, c'est un tuyau. Et on fait transiter des datas. Et l'intelligence artificielle, c'est un modèle d'apprentissage qui se fait à un endroit spécifique local. Je dirais qu'on pourrait plus parler des calculateurs quantiques. C'est plus intéressant par rapport à l'intelligence artificielle. La 5G et les transports sont par exemple trois couples très intéressants. C'est ce que je pensais. Voilà, c'est la sécurité des transports couplée à la 5G, couplée à l'intelligence artificielle. Là, ça devient intéressant. J'allais vous relancer sur les véhicules autonomes, puisque à ce moment-là, peut-être qu'on aurait besoin de la 5G ou éventuellement une infrastructure Wi-Fi très importante. Est-ce que vous pourriez m'en dire quelques mots ? Wi-Fi compliqué quand même, pour ce genre d'usage, mais peut-être Jean-Marc. Ouais. Alors, au cas particulier des véhicules autonomes, il y a deux... Effectivement, là, vous êtes typiquement dans un cas où la question se pose parce qu'il y a des contraintes de débit, il y a surtout des contraintes de latence. Parce que c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais vous allez avoir des contraintes de latence pour lequel, là, effectivement, la question de la 5G se pose, puisqu'elle est censée ramener cette latence aux alentours d'une milliseconde d'un point de vue marketing et peut-être un peu plus dans les faits. Donc ça, c'est un cas particulier. Alors, il y a déjà des réflexions chez les autoroutiers à terme faire des voies dédiées à des camions
qui serait, avant de parler du véhicule autonome pour, on va dire pour la majorité le grand public, il y a des questions aujourd'hui qui se posent de mettre des camions, on peut imaginer à hydrogène, des trains de camions qui seraient pilotés sur des voies spécifiques avec une couverture le long des autoroutes. Ça, il y a des réflexions de projets qui verront le jour un jour, on va dire. Donc là, on est typiquement dans le cas où il y a des contraintes fonctionnelles qui doivent être couvertes par des réseaux à haut débit. Donc là, quand on verra ça. Bon, après, est-ce qu'on verra vraiment des voitures autonomes, comment ça commence à se faire aux États-Unis? Il y a des questions d'homologation, il y a des questions de sécurité. Il faut passer des étapes avant d'arriver à fabriquer le truc, quoi. Et puis le tester, parce que il y a eu déjà des surprises sur des véhicules autonomes en ville, quoi. Oui, pour revenir à ce que vous disiez sur l'intelligence artificielle et ce que disait Jean-Marc, il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il vient de dire. C'est que je pense que des modèles numériques type intelligence artificielle arriveront beaucoup plus rapidement à rendre les véhicules autonomes sécurisés avant qu'on ait, parce qu'il y a une décision humaine, des véhicules pilotés par la 5G parce qu'il faut déployer des infrastructures, etc. Ça coûte cher, il faut prendre des décisions, etc. etc. Donc concrètement, je pense que le camion sur l'autoroute sera beaucoup plus rapidement intelligent grâce à l'intelligence artificielle et les modèles d'apprentissage que d'avoir réellement une infrastructure qui pilote des camions autonomes sur l'autoroute, quoi. Et ça coûtera moins cher en plus. Je vous remercie. Je pense que nous allons passer aux questions. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir présenté. Donc pour rappel, les questions sur la salle, donc vous levez bien la main, comme ça on peut vous identifier facilement, et n'hésitez pas, la deuxième personne, à lever la main afin que je ne perde pas de temps et vous apporte le micro plus vite. Et ceux qui nous regardent, évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions également. Je vois une question par ici. Peut-être la deuxième, je passe le micro à un apprenant juste en face de moi. Bonjour. Alors moi j'ai une question. Pourquoi une scission si importante entre les bandes de fréquences pour la 5G grand public et privé? Et là, quand vous parlez de 5G, vous êtes plutôt sur quelle bande de fréquences? Je l'ai lu. Oui, d'accord. Alors il y a deux sujets là-dessus. Si vous parlez en France, au cas particulier de la France, alors pour la 4G, il y a une bande qui est la bande 38, donc c'est du 2 Go 6, qui a été dédiée aux applications privées. C'est-à-dire que vous pouvez solliciter auprès du régulateur une fréquence, et il y a 2 blocs de 20 mégas qui ont été donc dans lequel le régulateur, en fonction du besoin que vous exprimez, va vous donner toute ou partie de ces bandes-là. Ça a été, par exemple, déployé pour Air France, pour Air France, donc à l'aéroport d'Orly et de Roissy, dans lequel il a installé un réseau 4G qui sert à la fois à l'explication, à la phonie, etc. Donc là, on a fait une transition vers un réseau en bande étroite qui vont progressivement éteindre, ou qu'ils vont éteindre, et dans lequel il y a toute l'exploitation des données, etc. Ça, c'est du 2 Go 6. Actuellement, d'un point de vue réglementaire, la 5G en France va être dans les bandes 77, elle va être ouverte, elle ne l'est pas encore totalement, enfin elle n'est pas formalisée telle que, et on sera dans des bandes équivalentes à celles des opérateurs, si vous voulez. Et ces bandes-là vont être autorisées effectivement à terme à faire des réseaux complètement privés. Parce que dans la notion de 4G et de 5G, vous avez 2 façons de faire. Soit vous faites un réseau totalement autonome, ce qui a été le cas, par exemple, si on prend l'exemple, parce que c'est notoire, sur les aéroports de Roissy et d'Orly. Ça, c'est des réseaux qui sont totalement autonomes. C'est le cas au niveau du port autonome du Havre, par exemple, dans lequel, là, effectivement, dans le cadre où on a tout raccordé sur un réseau et où le client a fait son engineering radioélectrique, sa planification cellulaire, il a calculé ses débits, ses priorités, sachant que la 4G n'est pas forcément, d'ailleurs, au cas particulier, il aurait mieux valu en 5G, parce que là, vous pouvez faire du slicing, en fait. Enfin, il a créé son réseau en 4G. Là, il va démonter tôt ou tard son réseau à bande étroite. Mais il y a des bandes dédiées au cas particulier de la France, et on attend la même chose dans les parties
réseaux 5G privés. Vous pouvez, et c'est plus difficile à faire, parce que là, c'est plus pas un problème technique, c'est un problème réglementaire, on peut envisager d'hybrider les réseaux avec des réseaux opérés. Et avoir toute ou partie du réseau qui est géré localement. Ça, c'est plus compliqué parce que, et en particulier si vous voulez faire des réseaux dans lesquels le terminal mobile va être repris par le réseau public. Si vous voulez faire ça totalement, faire cette hybridation, ça suppose que vous allez accéder tôt ou tard aux bases de données abonnées de l'opérateur. Et là, vous allez avoir un succès d'estime quand vous voulez vouloir accéder aux bases de données de l'opérateur. Donc il y a la 4G étant normalisée, tout est possible. Techniquement, j'entends, elle ne l'est pas forcément d'un point de vue réglementaire. Alors après, il y a un autre sujet qui va arriver, qui n'est pas le cas aujourd'hui, qui sont des fréquences millimétriques, donc avec des bandes passantes plus larges, et qui avec des très courtes portées, et qui, elles, permettront de faire des échanges de données encore plus larges. Sachant que souvent, quand votre terminal bascule en 5G, vous affiche 5G dessus, vous êtes sur des bandes passantes qui sont plutôt dédiées à faire de la 4G. Donc en réalité, vous ne gagnez rien en termes de débit. Ce que vous pourriez gagner si vous aviez, bien sûr, parce qu'il y a une notion de bande passante plus large. Voilà. On a une seconde question par ici. Ok, bonsoir à tout le monde. Je suis Christelle, étudiant sur ce campus en master spécialisé amélioration continue. D'emblée, je vous remercie pour vos différents exposés, c'est très intéressant. Et je continue de profiter de votre expertise. Ma question est la suivante, je souhaiterais avoir le lien entre la 5G et l'industrie 4.0, notamment dans le cas de la France. Alors, il y a ce que vous évoquez, en fait, c'est le lien, c'est un lien. Il y a un lien technique, parce que, comme je le disais, il y a des capteurs, des choses comme ça qui fonctionnent en 4G et en 5G. Dans la notion de l'industrie 4.0, il y a aussi un aspect marketing dans lequel beaucoup poussent, si vous voulez, notamment des nouveaux acronymes ou des nouveaux concepts pour appeler les industriels à aller vers ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Alors il faut savoir qu'au cas particulier, il y a déjà des exemples qui ont été déployés en France. Et je pense à Airbus, en particulier à Toulouse, qui a développé un réseau qui pourrait s'apparenter sous le nom de 4.0. D'accord ? Parce qu'ils ont il y a des appels d'offres qui sont sortis, notamment par du CEA, etc. Donc il y a des gens qui s'attachent à ça. Mais ça reste un nom. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire le 4.0 ? Vous pourriez faire du 4.0 avec autre chose que de la 4G. On reviendrait à faire du transport. Ça, vous voyez, il y a un lien. C'est comme quand on vous parle de smart grid. Oui, très bien, on peut le faire en 4G, mais c'est plus un nom. C'est plus souvent des concepts marketing qui en fait ne vous disent pas la façon dont vous devez le réaliser. Je me permets juste de compléter à la limite pour la partie smart grid et bâtiment. En fait, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir accès aussi à la donnée à n'importe quel moment en étant sur le même support. C'est-à-dire que si vous avez votre générateur de données, que ce soit une machine, un bâtiment ou peu importe, qui est sur le même support, ça vous permet d'accéder ça sur votre téléphone mobile, éventuellement sur votre ordinateur et un peu partout dans le monde en fait. Voilà, c'est aussi ça qui peut être intéressant. On a une autre question par ici. Bonjour, merci pour vos interventions, c'était très instructif. J'ai une question qui fait suite à votre discussion sur les enjeux économiques. Est-ce que vous êtes confronté aussi à des enjeux de protection de votre intelligence économique, c'est-à-dire que typiquement vous vous faites attaquer pour vous voler vos brevets en industrie ou autre, ou vous avez des technologies que vous souhaitez protéger comme les data centers, enfin sur les questions de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, le vol de brevets, en règle générale, c'est assez puni par la loi, donc on s'y tente pas trop. La protection de nos moyens, effectivement, elles sont
elles sont mises derrière des brevets si effectivement il y a de l'innovation. Après, ça va plus être des façons de procéder, entre guillemets, sur une architecture qu'on va pouvoir standardiser, développer. Et on va retrouver souvent je définis mon besoin de mesure, d'acquisition de données et la méthode que je vais associer pour le faire la plus efficacement possible. Ça veut dire que derrière, je vais m'assurer que l'utilisation du support que je vais avoir est bien le plus approprié à mon besoin pour limiter le coût. Et en fait, c'est ça l'enjeu économique. On dit souvent, si on lâche un éléphant dans un magasin de porcelaine, vous allez avoir du dégât. C'est le même principe, c'est-à-dire que si vous allez avoir un tuyau énorme pour la 5G, par exemple, pour acquérir une donnée par jour, bon, vous allez y arriver, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que vous allez dépenser énormément pour pas grand-chose. Je ne sais pas si j'ai répondu au moins pour ma partie. Oui, je vais avoir une approche, peut-être, je ne sais pas si je peux répondre bien à la question, une approche plus business. L'IoT, ça va vite. L'IoT, les réseaux, la 5G, les systèmes embarqués, ça va vite. Soit on fait de la recherche fondamentale et on crée de nouvelles choses dans de la deep recherche et ça peut avoir un intérêt de breveter. Moi, j'ai tendance à avoir une approche très business en disant que le brevet, c'est souvent la présentation d'une méthode et que breveter quelque chose, c'est rendre public la méthode. Et donc, c'est permettre à ceux qui n'ont pas réfléchi comme on a pu le faire et qui nous a permis de prendre de l'avance, de rattraper cette réflexion et peut-être de faire l'autre partie du marathon plus vite que soi-même. Donc moi, je brevette pas grand-chose. Je cache ce qu'on fait en innovation, en méthodologie. Pourquoi ? Parce que l'innovation en brevet, c'est 10 ans. Et l'innovation, elle est plus rapide que ça. Et que breveter quelque chose pour le protéger sur 10 ans, alors que 2 ans après, ça sera dépassé, ça a des coûts. Et ça, voilà, c'est une approche très business. Aussi par rapport au reste, c'est créer de la barrière à l'entrée. Quand on développe une boîte, quand on développe l'objet connecté ou le système embarqué, en fait, c'est ce qu'on va faire de la data qui compte. Donc c'est le business au bout de la chaîne qui compte. L'objet lui-même ou le système embarqué, pourtant c'est ce qu'on fait, et on aime ce qu'on fait. Fondamentalement, c'est pas lui le sujet. C'est ce qu'on va faire de la data. Donc c'est toute l'architecture entre la chaîne de valeur, entre la collecte de la data et l'exploitation de la data qui va créer de la valeur ajoutée. Et c'est la façon dont on va traiter ensuite la data, la façon dont on va architecturer l'acheminement de la data, dont on va la rendre disponible. Est-ce qu'on va la rendre disponible en temps réel, sous forme de latence? Est-ce qu'on va la stocker à moindre coût? C'est tout ça qui est l'intelligence en fait, du métier dans l'IoT. C'est pas spécifiquement un développement technologique. Donc, c'est mon point de vue. Merci. On va passer, le temps file, donc pour ceux qui nous suivent sur Twitch, ce sera la dernière question. Cependant, évidemment, ceux qui ont encore des questions en salle, vous allez pouvoir... on a une question sur Twitch, donc on va la poser. Ceux qui sont en salle, vous aurez l'opportunité, évidemment, dans un second temps, d'avoir du face-à-face avec nos intervenants pendant une petite heure juste à côté. On va laisser passer, on va laisser poser la question sur Twitch. Je passe la parole à ma collègue. Merci. Alors, petite question de notre auditeur Amine. Donc, y a-t-il possibilité d'intégrer de l'IA dans des devices IoT? Merci. Compliqué. Toujours pareil. C'est le ratio intérêt, consommation énergétique, puissance nécessaire. On peut intégrer des agents IA, je pense, c'est-à-dire qui vont avoir un rôle spécifique et qui vont intégrer... des bases d'apprentissage déjà pré-exercées. Après, l'IA se fait beaucoup plus là où il y a de la puissance de calcul et c'est souvent pas sur les systèmes embarqués, mais beaucoup plus dans le cloud et là où on vient récupérer la data. Ceci étant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des technologies IoT qui sont bidirectionnelles et là, on va pouvoir avoir la possibilité de capter une data ou même un grand nombre de data par plusieurs capteurs en temps réel. C'est le cas du bâtiment. Je pense qu'il y a des champs d'application intéressants. Et envoyer tout ça sur le cloud, avoir un travail fait par une intelligence artificielle ou un agent IA, et ensuite une consigne donnée au capteur qui
lui aussi peut avoir un rôle actif de jouer un rôle de déclenchement d'alarme, de changement de température, de réglage de climatisation ou autre. Et là, ça va devenir intéressant. On parlait tout à l'heure de la bonne gestion et de l'optimisation de la gestion des espaces, de la gestion de la consommation énergétique d'un bâtiment, etc. Voilà, c'est là où l'IA va jouer un rôle. C'est-à-dire que les capteurs vont lui permettre d'avoir un grand nombre de data, d'avoir un apprentissage plus dynamique et plus rapide pour pouvoir offrir une réaction à un événement ou une situation donnée. Mais l'embarquer à proprement dit, mais même dans les voitures connectées, hein, fondamentalement, oui, on apportera ce qu'on disait tout à l'heure. On peut embarquer de l'IA, mais l'IA, ce n'est qu'un modèle exercé. Donc, c'est comme quand vous embarquez un software sur votre ordinateur, il a été d'abord développé en amont. Voilà, c'est pareil. Merci beaucoup. On va conclure là-dessus. On peut remercier chaleureusement nos intervenants et notre animatrice qui a fort bien mené cette table ronde. Merci à vous donc qui nous avez suivis sur Twitch et on vous retrouve peut-être le mois prochain, comme vous le voyez, sur le 15 avril. Nous parlerons de mobilité durable, réinventer les transports. Encore un sujet riche qui ne manquera pas d'intéresser de nombreuses personnes. Merci à vous tous qui étaient là. Et ce que je disais tout à l'heure, donc évidemment, pour les présentiels, le débat continue juste à côté. Je vous invite donc à passer dans la salle d'à côté avec nos intervenants qui sont là encore pour répondre à toutes vos interrogations qui sont nombreuses. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.